Ça change beaucoup de choses que de vous voir. Et de voir vos animaux de compagnie aussi, bien sûr. Il n'y a jamais autant d'animaux qui ont fait de la télé que cette année. Bonsoir, ou bonjour plutôt. Bonjour. Nous allons vous demander, bien sûr, comme à l'habitude, de fermer votre micro si ce n'est déjà fait, puis de l'ouvrir uniquement quand vous souhaitez intervenir, puisque pour les raisons que vous connaissez fort bien, que nous n'avons cessé de répéter depuis le mois de mars dernier. Alors, mesdames, messieurs, il est 16h05. Commençons, débutons. Mon nom est Jean-Philippe Hérault, je suis professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, avec les collègues David Coussens de l'Université de Sherbrooke, et Jean-François Laniel de l'Université Laval. On souhaite vous accueillir, vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à ce lancement. Merci beaucoup d'y être. En fait, c'est un programme double, comme vous le savez déjà, puisqu'il y a dans un premier temps le lancement du livre « Étudier la religion au Québec, regard d'ici et d'ailleurs », qui nous occupera dans une première moitié, donc jusqu'autour de 17 heures, pensons-nous. Et ensuite, l'Assemblée générale de la Société québécoise pour l'étude de la religion, à laquelle, l'Assemblée générale, vous êtes invité à participer, bien sûr. Donc, je gérais à titre d'animateur de ce lancement. On est très heureux. On aurait aimé, bien sûr, pouvoir le faire de manière plus physique ou à tout moins de manière plus rapprochée, mais vraiment très content de vous y retrouver aussi nombreux. C'est un moment important pour nous et c'est un moment important aussi pour la SQR, je pense, non seulement parce que l'Assemblée générale en deuxième heure, mais aussi parce que l'ouvrage dont il est question, on en parlera, mais est issu d'une certaine façon de la relance de la SQR. Alors, permettez-moi de vous présenter le déroulement que nous avons planifié, prévu pour cet après-midi de manière assez simple. D'abord, une courte présentation de la part de David Coussens sur l'origine de l'ouvrage, qui sera suivie par une présentation un peu plus longue, un peu plus substantielle de la part de Jean-François Laniel sur l'ouvrage lui-même, sur la thèse qui traverse l'ouvrage et également sur son organisation à partir de l'introduction que vous aurez l'occasion de lire, bien sûr. Ensuite, donc, ça nous mènera autour de 16h20, 16h25. Là, on tentera de transformer, si c'est possible, le lancement ou de glisser, pourrions-nous dire, dans la formule un peu plus 5 à 7 et cocktail. Donc, si jamais vous avez à portée de main la boisson de votre choix, ben, on pourra, voilà, Madame Wilkins-Laflamme est déjà prête avec de l'eau. Ça va être toute une soirée. Et donc, on pourra glisser tranquillement dans la partie plus... un peu moins formel. On a souhaité reproduire ici ce qu'on ferait d'ordinaire dans un lancement en présence, c'est-à-dire des échanges, des conversations, puis au nombre des questions qu'on risque de se poser, il y aura sans doute qu'y a-t-il dans cet ouvrage? Donc, il y aura 4 interventions à ce moment. Et donc, on pourra terminer cette première partie et ensuite passer à l'Assemblée générale de la SQER. Alors, sans plus tarder, je céderai la parole à David, donc à David Coussens, pour la présentation de l'origine de l'ouvrage. Oui, bonjour tout le monde. Merci Jean-Philippe. Donc, je vais prendre la parole 2 minutes pour très rapidement introduire le propos avant de laisser Jean-François Laniel revenir plutôt sur le fond. Pour un petit rappel du contexte, la SQR, elle avait été relancée il y a 4 ans dans un contexte qui était un peu particulier, qui était celui de la fermeture de plusieurs unités d'enseignement en théologie et sciences des religions au Québec, et un contexte qui nous avait donc amené à nous
nous demander si on n'était pas véritablement dans une nouvelle phase, une nouvelle phase touchant à l'enseignement justement et à la recherche en sciences sociales des religions. Il nous avait apparu dans ce contexte, qui était aussi un contexte de crise, de remettre en place un forum, la SQR, qui nous permettait de nous rassembler entre chercheurs et réfléchir ensemble, non seulement pour dresser un bilan de l'évolution de notre champ de recherche, mais aussi penser éventuellement à sa refondation et aux modalités selon lesquelles il pouvait se restructurer dans le futur. Alors, dans ce contexte-là, on a organisé toute une série de colloques et j'y reviendrai plus tard lors de l'Assemblée générale, mais essentiellement deux événements qui sont à la source de cet ouvrage. Donc, un premier colloque qui avait été organisé avec Jean-Philippe Perrault en 2016 à l'ACFAS et qui s'intitulait le religieux où on ne l'attend pas, et un deuxième colloque qui avait été organisé en décembre 2017 à l'UQAM avec Jean-François Laniel et Catherine Foisy, et qui s'intitulait « Étudier la religion au Québec », donc le nom que nous avons conservé pour donner à l'ouvrage que l'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un ouvrage qui est en soi aussi un tour de force, parce qu'il contient pas moins de 33 textes rédigés par 39 auteurs du Québec, du Canada anglais et de l'étranger. Donc ça a été un important travail, non seulement de réunir tout le monde, mais après de donner de la cohérence finalement à tant de contributions qui pourraient a priori sembler disparates. Mais je pense qu'il y a vraiment une cohérence importante dans ce livre. Avant de laisser Jean-François vous en parler, je voudrais procéder aux remerciements de coutume. Donc, un tel ouvrage, on n'aurait jamais pu le produire sans les partenaires et essentiellement des structures de recherche et d'enseignement qui nous ont vraiment appuyés dans notre démarche. Alors, le principal bailleur de fonds, ça a été le CRSH, bien sûr, mais nous avons également été particulièrement soutenus par le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, qui est l'hôte de l'événement que l'on organise aujourd'hui. Mais nous avons aussi eu le soutien de la chaire de leadership en enseignement jeunes et religion de l'Université Laval, la chaire de recherche droit, religion et laïcité de l'Université de Sherbrooke, le centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke également, le département de sciences des religions et la faculté des sciences humaines de l'UQAM, ainsi que le projet religion et diversité de l'Université d'Ottawa. Donc, pour ce qui concerne cet ouvrage, nous avons été assistés de nombreux étudiants au cours des dernières années qui ont fourni un important travail tant dans l'organisation des colloques que pour nous aider sur cet ouvrage. Tout particulièrement, nous remercions Sylvana Albaba-Douei, qui a d'ailleurs soutenu sa thèse en études religieuses contemporains hier. Donc, félicitations, Dr Douei. Merci à Elisabeth Genestar, à Étienne Lapointe, à Sandra Martel-Linteau, à Corentine Navenec, à Sarah Tenturier, à Safa Ben Saad, et un grand merci sur le final à Marie-Noëlle Tremblay, qui a fait un énorme travail sur l'édition du volume. Alors, j'en profite pour vous le montrer en vrai, parce que je sais qu'aucun des auteurs ne l'a eu pour le moment. Nous avons des petits problèmes avec la poste, donc ne désespérez pas, je m'en occupe et ne m'en voulez pas trop. Je termine maintenant et je laisse la parole immédiatement à Jean-François Laniel. Et merci à tous pour vos contributions. Merci beaucoup, David. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. C'est une joie de vous revoir, même si c'est à distance. Alors, c'est une grande fierté et plus encore avec une reconnaissance sincère que nous lançons l'ouvrage « Étudier la religion au Québec, regarde d'ici et d'ailleurs ». David le disait à l'instant, cet ouvrage est le fruit de l'intelligence et de la générosité de 39 chercheurs du Québec et de l'étranger, cumulant les travaux de 2 colloques et près de 4 ans de travail de bout en bout.
C'est aussi, je ne vous le cacherai pas, un privilège de voir cet ouvrage inaugurer la collection Sciences religieuses que Jean-Philippe et moi dirigeons aux presses de l'Université Laval. Avis d'ailleurs aux intéressés, nous accueillons les manuscrits. Cet ouvrage, comme cette nouvelle collection, participe des efforts de relance de la Société québécoise pour l'étude de la religion, entamée en 2016, et qui, à mon sens, franchit une étape cette année avec le renouvellement de son comité exécutif et avec la tenue de son premier congrès biennal. Je me permets d'ailleurs d'en annoncer le succès anticipé, alors que pas moins de 120 conférenciers ont accepté de discuter de leurs travaux à cette occasion, signe peut-être que le fruit était mûr pour un grand rassemblement des chercheurs québécois du religieux. De fait, étudier la religion au Québec, regarde ici et d'ailleurs, a pour inspiration les fondateurs de la Société québécoise pour l'étude de la religion, plus particulièrement de leur bilan sous forme de chantier. Je pense notamment à Louis Rousseau et Michel Desplains et leur livre « Les sciences religieuses au Québec depuis 1972 », au livre « L'étude de la religion au Québec, bilan et prospective » dirigé par Jean-Marc Larouche et Guy Ménard, de même qu'au collectif « Religion et modernité au Québec, où en sommes-nous » de Robert Magé et Serge Quentin. Chacun à leur manière et avec leurs questions propres, ils ont tenté de dresser un portrait de l'étude de la religion au Québec afin d'en cerner les progrès, les défis et les enjeux, nouveaux et persistants. À chacun de ces ouvrages aussi son contexte qui aiguillonne un questionnement. Le nôtre nous a semblé caractérisé, je l'expliquerai ici, par une vitalité paradoxale de l'étude de la religion au Québec qui pourrait témoigner d'une fondation inachevée de ces sciences des religions. C'est l'intitulé d'ailleurs de l'introduction. Un premier exemple vient de l'état de son champ institutionnel qu'évoquait David. Coin gauche donc, des transformations d'importance. En juin 2015, le Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke prenait le relais de la faculté de théologie et d'études religieuses, dont la fermeture avait été annoncée en décembre de l'année précédente. En mai 2016, la School of Religious Studies, la faculté des arts, succédait à la Faculty of Religious Studies à l'Université McGill. En 2017, l'Université de Montréal mettait sur pied l'Institut d'études religieuses au sein de la Faculté des arts et sciences, à la suite de la fermeture de sa faculté de théologie et de sciences des religions. Il faut en faire remonter au tournant des années 2000 pour connaître d'aussi lourdes transformations institutionnelles dans le champ de la théologie et des sciences des religions, alors qu'étaient fermés les départements de théologie et de sciences religieuses des universités du Québec à Chicoutimi, à Rimouski et à Trois-Rivières. Solange Lefebvre, Sarah Teinturier, Gilles Routier, Catherine Foisy présentent dans la première partie de notre ouvrage, à grands traits, les transformations vécues dans leurs universités respectives, soit à l'Université de Montréal, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Laval et à l'UQAM. Jean-Marc Larouche, Robert Magé et Guy Laperrière, toujours dans cette même première section, explorent quant à eux les mutations de la Société québécoise pour l'étude de la religion et de la Société canadienne de théologie, et plus largement l'histoire religieuse au Québec. Côté gauche, donc, transformation, fermeture, le département faculté de théologie, recomposition. Côté droit maintenant, la multiplication, depuis une quinzaine d'années, des travaux portant sur la laïcité, la liberté religieuse, et plus largement sur la place de la religion dans l'espace public. La religion, du moins son mot, semble redevenue sur toutes les lèvres. Elle occupe le centre de l'actualité politique et médiatique, avec à la clé une florescence de travaux qui lui sont consacrés en sciences politiques, en droit, en philosophie notamment. Côté gauche, côté droit, et donc au centre de l'arène, une impression tenace d'un savoir et d'un objet religieux mal aimé au Québec, alors que la religion fait manchette, mais que la discipline des sciences des religions a été peu entendue, peu sollicitée, peu citée dans ces débats et colloques, qui ont surtout porté sur la plus docte manière d'encadrer le religieux et de ce religieux, de ses formes et ses expressions, finalement bien peu. Cette vitalité paradoxale de la religion n'est pas sans soulever des questions et des enjeux épistémologiques. D'un côté, on reconnaît le religieux comme un enjeu de société, un objet de débat dans la sphère publique et de curiosité dans la sphère privée, mais de l'autre, on constate la difficulté constante des sciences des religions à être reconnues comme champ disciplinaire en sciences humaines et sociales, tout autant qu'à maintenir leur place dans les institutions du savoir. On concède aux religieux le statut d'objet central, objet de l'heure, et objet matriciel, question au cœur des sciences sociales, mais en même temps, il semble être périphérique, c'est-à-dire rarement abordé du lieu d'une science qui lui est spécifiquement consacrée, mais aussi vaporeux. Sa réalité semble difficilement
réductible au seul social. Encore et encore, on semble douter de son existence tout en s'étonnant de sa résilience. On en réduit la place dans nos institutions sans pour autant se convaincre de l'abolir. De recherche donc, comment expliquer que l'appétit des médias, des arts et de la littérature pour la religion et la spiritualité n'arrive que difficilement à se traduire en intérêt, par exemple, pour les programmes de formation en sciences des religions? Pourquoi est-ce que, malgré l'actualité du fait religieux, malgré la richesse et la pertinence des travaux en sciences des religions, cette discipline semble souvent perçue comme moins sérieuse, plus subjective et donc moins apte à délimiter les axes centraux et les perspectives des sciences sociales et humaines en général? N'observe-t-on pas d'ailleurs, chemin faisant, une forme de sous-chantisation des études religieuses, comme s'il était tout à fait possible, voire indiqué, d'étudier la religion sans avoir recours à l'épistémologie, aux catégories d'analyse et aux travaux de la discipline ou des chercheurs qui s'y consacrent en priorité? Qu'est-ce qui est en cause? Qu'est-ce qui est en jeu ici? Est-ce la sempiternelle question de la définition de la religion qui permettrait de capter plus ou moins bien ces transformations et expressions d'actualité? Est-ce un effet de la sous-institutionnalisation du champ d'études de la religion qui peine à faire entendre sa voix et sa pertinence et dont on attend toujours, par exemple, les readers, les anthologies et autres ouvrages de référence et de synthèse? Voilà, chose certaine, autant de questions auxquelles se consacre la deuxième partie de cet ouvrage, à partir des réflexions épistémologiques de Martin Meunier, de Brigitte Collier, de Gilles Routier, de Mireille Estivales, de Valérie Amiro et Paco Garcia, ainsi que de Géraldine Mossière. Les principales tendances religieuses que les chercheurs voient à l'œuvre au Québec, soit la sécularisation avancée, la pluralisation croissante et la persistance inattendue du religieux, peuvent illustrer et éclairer cette vitalité paradoxale du religieux au Québec. On observe d'abord une baisse continue de la pratique religieuse qui affecte, sur la période la plus récente, des rituels catholiques qu'elle avait jusqu'alors épargnés, comme le baptême et les funérailles. Plus que jamais, la société québécoise semble sécularisée, ce que pourrait confirmer l'apparent parti pris laïciste d'une majorité de la population. La sécularisation avancée de la société québécoise s'accompagne toutefois d'une autre tendance observable, la pluralisation croissante du Québec. En effet, un nombre croissant de thèses et travaux sont désormais consacrés à des groupes quantitativement, à tout le moins minoritaires, à de nouvelles pratiques religieuses perçues comme exotiques, ou plus simplement à des phénomènes religieux qui ne sont pas normés dans la culture de la majorité. On observe également la popularité croissante des études transfrontalières, pour lesquelles le cadre national n'est plus un cadre de référence et d'analyse, l'étude de réseaux migratoires et associatifs transnationaux mondialisés lui étant préférée. Une troisième tendance, après la sécularisation avancée et la pluralisation croissante, une troisième tendance vient toutefois complexifier l'analyse jusqu'à contester le degré de représentativité des deux premières. C'est de la persistance inattendue de la religion du centre. Le catholicisme, par exemple, demeure la religion d'affiliation d'une forte majorité de Québécois, qui étaient d'ailleurs nombreux à souhaiter le maintien du crucifix dans le Salon bleu de l'Assemblée nationale, tout en appuyant le projet d'un État laïque. La catégorie des sans-religions croît en outre moins vite au Québec qu'ailleurs en Occident, notamment au Canada anglais. Les indicateurs d'autopraxie et d'orthodoxie ne disent par ailleurs rien de la persistance de la croyance en Dieu, en une force surnaturelle ou des convictions fortes, sacralisées. Autrement dit, ici nos diagnostics et catégories d'analyse tendaient elles-mêmes à confirmer la vitalité paradoxale de l'objet religieux, c'est-à-dire tendanciellement marginalisé, et dont le centre, objet d'actualité, semble moins nous concerner, sinon pour constater sa disparition. Si cela s'avérait, s'étonnerait-on du discrédit des sciences des religions, ou plutôt de la discrétion, des sciences des religions dans ce débat? S'étonnerait-on de l'impression que tous peuvent traiter de la religion sans s'alimenter à l'épistémologie et aux travaux des sciences des religions? Voire même, s'étonnerait-on de l'idée en vogue que le débat sur la laïcité est celui d'une majorité sécularisée et de minorités, elles, toutes religieuses, plutôt par exemple de différents rapports à la religion et de différentes religions de référence. Chose certaine, de l'innovation religieuse à la gestion de la diversité, en passant par la vitalité paradoxale des traditions et le religieux en religion, la question religieuse se déplace, se restructure et, ce faisant, intrigue, fascine, inquiète.
Voilà ce dont traitent, chacun à sa façon, les textes de Sarah Teinturier et Mathieu Bréjon de la Vernier, Sarah Wilkins-Laflamme, Jean-Philippe Perrault, Céline Philippe, Didré Maintel, Émilie Audy, Marc Dumas, Samuel Blouin, Hilary Kell, ainsi que Laurie Beeman et Christine Cusack. On vous l'a dit, il y a 39 chercheurs dans cet ouvrage. C'est dire que les risques touchant l'étude du religieux au Québec seraient aujourd'hui pluriels. Dilution de l'objet religieux dans différentes épistémologies qui ne placent pas sa question à leur fondement. Réduction du phénomène religieux à ses formes extrêmes et marginales. Étude de l'objet religieux in vitro et non in vivo. Ajoutons encore un autre risque à cette liste. Il faudrait prendre garde à ne pas simplement penser le religieux au Québec sans comprendre le religieux du Québec. Après tout, le religieux qui existe au Québec n'est pas a priori celui qui existe ailleurs. Pas plus que l'islam, par exemple, n'est pareillement pratiqué de pays en pays, d'époque en époque, de tradition en tradition, de groupe en groupe. Non seulement en est-il de même des rapports tantôt divergents, tantôt convergents des Québécois francophones de tradition catholique à l'égard de la religion, mais il en est de même, plus largement, de l'ensemble du paysage religieux québécois, qui n'est ni celui que l'on retrouve ailleurs, ni celui qu'une culture et des institutions appréhendent ici distinctement. Bref, comment la religion se vit-elle au Québec? Quelles en sont les particularités? Voilà la question heuristique que l'on peut trouver dans la 4e et dernière partie de l'ouvrage, cette fois de facture comparatiste. Qu'il s'agisse de la pluralisation ethno-religieuse des sociétés, de la diversification postmoderne des expressions du croire, du renouvellement des demandes éthiques, de la republicisation des religions, la poussée du populisme religieux, ou plus largement de la mise en cause du paradigme moderniste de la sécularisation, le Québec constitue depuis peu un cas d'étude privilégié dans les travaux comparatistes. Non seulement trouve-t-il plus fréquemment sa place dans ces travaux, mais les récents ouvrages canadiens et même internationaux lui sont en grande partie, sinon en tout, consacrés. Là encore, divers facteurs peuvent contribuer à expliquer cette popularité pour l'étude de la religion au Québec. À l'évidence, le Québec est traversé par une pluralité d'enjeux communs aux sociétés modernes avancées. Sécularisation, pluralisme religieux, régime de laïcité, exculturation et internationalisation du catholicisme. Mais plus encore, il se situe à la croisée de multiples aires géographiques et culturelles, transatlantiques, nord-américaines, francophones, catholiques, ce qui facilite la diffusion et la comparaison à même divers champs et réseaux d'études, tout en multipliant les variables disponibles. Davantage encore, le Québec présente nombre de traits sociétaux distinctifs. Sécularisation tardive et poussée, catholicisme culturel, cadre plurinational, petite société, ce qui enrichit la comparaison et l'ouvre vers d'autres horizons. À plus d'un égard, donc, pour de nombreux spécialistes, le Québec fait figure de laboratoire du religieux et des religions en modernité avancée. C'est dans cette perspective que la 4e partie propose d'abord quelques regards du Québec en miroir à partir de contributions de Geneviève Zubrewski, Kevin Cristiano, Kionobu Date, Reginald Bibi, Rodney Stark, pour ensuite présenter des analyses comparatistes plus ciblées, proposées par José Santiago, Jeffrey Reitz, Emily Laxer, Patrick Simon, Lenny Franken, Bertrand Lavoie, ainsi que Jean Bobéro. Concluons provisoirement avec cette observation de notre immortel québécois, Dany Laferrière, dans son livre « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo », paru en 2015. Je cite. « On a l'impression d'une société aussi laïque que si c'était un pays communiste. La religion est en réalité plus présente qu'on ne le croit, même si elle mène une vie souterraine. Il faut être naïf pour croire qu'on peut changer du jour au lendemain cette structure solide présente dans notre société depuis si longtemps. » Fin de la citation. Je me plais à penser qu'on y trouve un chantier d'avenir et peut-être une manière de résorber le paradoxe, la vitalité de l'intérêt pour la religion au Québec et ce faisant, une manière de poursuivre la fondation des sciences des religions au Québec dans l'esprit et la mission qui animent la SQER. En tout cas, vous comprendrez ainsi le thème retenu pour le premier congrès biennal de la SQER, la tradition québécoise d'études de la religion, et peut-être aussi, souhaitons-le, la popularité dont il semble jouir. Un grand merci aux auteurs et autrices qu'il est grand temps d'entendre. Merci beaucoup, Jean-François.
Effectivement, il est temps de vous entendre, d'entendre ceux et celles qui ont contribué à l'ouvrage. Je l'évoquais tantôt, on a pensé donner un très court et très bref aperçu en demandant à certains d'entre vous de prendre la parole. Donc, si on s'était retrouvé dans un lancement habituel en présence, dans les conversations, on aurait discuté d'un paquet de choses, naturellement, mais on aurait sans doute demandé à l'un ou l'autre quel est l'essentiel de ta contribution. C'est la question c'est la question que nous avons posée à des auteurs et des autrices de l'ouvrage. Nous avons dû nous résigner à n'en demander que 4. Ça a été un choix très difficile, mais vous comprenez compte tenu du temps. Et donc, en 5 minutes environ, ils ont le défi de nous parler du texte qu'ils ont produit dans le cadre de l'ouvrage. Premier intervenant, je laisserai la parole à M. Jean-Marc Larouche. Jean-Marc Larouche, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal depuis 2006. De 1999 à 2006, il a été professeur au département de sciences des religions de la même université, de l'UQAM. Et de 88 à 99, il était à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Il a été secrétaire de 1989 à 1995 et président de 1998 à 2000 de la Société québécoise pour l'étude de la religion. Vous allez voir, ce n'est pas sans lien avec le texte qu'il publie dans l'ouvrage, avec son chapitre de l'ouvrage. Monsieur Larouche. Bonjour à tous. Merci Jean-Philippe et merci à tout le monde. Un grand merci évidemment à vous trois, David, Jean-François, Jean-Philippe, pour évidemment la réalisation, d'avoir pris l'initiative de cette relance à SQR, l'initiative des colloques et de cette publication que l'on souligne aujourd'hui. Et vous pouvez être très, très fiers de cette réalisation-là. Vraiment très, très sincèrement, je vous félicite. Et je félicite aussi tous les collègues tous les auteurs, autrices là, qui ont contribué aussi à l'ouvrage. Avant de présenter dans ces grandes lignes, et vraiment les grandes lignes, parce que bon, chacun va recevoir le volume très bientôt, puis vous aurez l'occasion de lire les textes. Donc, avant de présenter les grandes lignes de ma contribution à ce livre, qui s'intitule, mon texte s'intitule « La SQR, retour sur sa naissance et son développement, 1987 à 2000 », vous me permettrez de rappeler une mise en contexte. Une mise en contexte de la raison pour laquelle je suis ici. C'est celle où Jean-François Laniel, alors doctorant à l'UQAM, est venu me solliciter en 2016 pour participer à un colloque dans le cadre de la relance de la SQR. Et comme j'avais pris un peu de distance avec le champ d'études, je n'ai pas trop mordu à l'hameçon. Mais vous connaissez Jean-François, il a persisté et il est revenu. Et revenu plus tard. Et c'est à ce moment que je me suis souvenu que moi-même, j'ai été doctorant et que lorsque j'étais doctorant en 1987, il y a des profs à la carrière bien avancée qui n'ont pas hésité un instant à s'allier à des plus jeunes pour foncer tête première dans l'aventure de la fondation de la SQR. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que je devais accepter de participer à ce colloque et l'année suivante à celui dont est issu ce livre, en centrant justement ma contribution sur la fondation et les premiers développements de la SQR pour la période que Jean-Philippe vient de mentionner, celle à laquelle j'ai été témoin et acteur, celle de 1987 à 2000. Donc, outre mon propre plaisir de mémoire, de mémorer cette période que j'ai vécue là, comme acteur et témoin, il m'importait de faire cette histoire pour 3 raisons. D'abord, rappeler à ceux et celles qui n'ont pas connu cette période et qui s'activent aujourd'hui, et à tous ceux qui les rejoignent, qui s'activent donc à relancer la SQR, je pense qu'ils peuvent trouver dans cette première période, dans le geste de la fondation de la SQR, des motifs qui valent encore aujourd'hui pour s'engager dans cette société et persévérer à promouvoir l'étude de la religion au Québec. Une deuxième
raison est que l'étude de cette période initiale de la SQR constitue un riche foyer par lequel s'observent tant les transformations sociales qui affectent le rapport aux religieux dans la société québécoise que les enjeux institutionnels d'un champ d'études mis à l'épreuve par le chassé-croisé des tensions internes et les tensions externes. Jean-François vient de rappeler ces types de tensions qui sont toujours présentes, mais il y en avait des particulières, donc entre la fin des années 1980 et toute la décennie 1990 et années 2000. Évidemment, les tensions internes, ils renvoient au débat d'école sur les frontières et les spécificités de ce champ d'études. Et pour les tensions externes, bien, on pense notamment à la sempiternelle remise en question de la pertinence sociale de ce champ d'études. Et donc, j'évoque dans mon texte les péripéties sous la gouverne du ministre de l'Éducation, Jean Garon, qui, à l'époque, promouvait qu'il y a des universités de premier cycle seulement, des universités de deuxième cycle, de troisième cycle, et surtout qu'il ne fallait pas avoir des sciences religieuses partout. Donc, et ensuite, on a connu, je l'évoque dans mon texte, on a connu une période au Québec où il y a eu une commission des universités qui obligeait les domaines d'études à faire le ménage, en quelque sorte. Et une des stratégies que les gens en sciences et religions ont fait, ça a été de collaborer surtout. Et donc, ça a permis, je pense, de survivre. Une troisième raison, et je pense que c'est la celle pour laquelle aujourd'hui, qui me semble le plus importante, c'est faire l'histoire de cette société mérite d'être réalisée pour rendre hommage à une génération de professeurs et de chercheurs à la carrière, je le disais tantôt, à la carrière alors bien avancée à la fin des années 1980. Ils ont eu, elles, des femmes et des hommes, ont eu un immense souci via leur implication à la SQR de transmission d'un savoir-faire en matière d'organisation et de diplomatie dans la sphère des sociétés savantes. Et surtout, de témoigner de leur passion et engagement à développer dans un esprit d'ouverture épistémique, éthique et politique l'étude de la religion au Québec. Je pense en particulier à Jean-Paul Rouleau, qui était à l'Université Laval, qui est aujourd'hui décédé, qui est le premier président et véritable bâtisseur de la SQR. Il était président de 1989 à 1996. Et si jamais un jour il y avait un prix que la Société québécoise pour l'étude de la religion parrainerait, ben je souhaiterais qu'il soit nommé en hommage à Jean-Paul Rouleau. Je pense aussi à Michel Desplan, qui fut son deuxième président, à Louis Rousseau, je ne l'ai pas vu tantôt, Louis, dans les fenêtres, à Louis Rousseau, à Raymond Lemieux, que je vois là quelque part, donc Raymond, qui était membre du Conseil de 1989 à 1996, et tant d'autres profs de l'époque qui, sans occuper des fonctions au Conseil, ont été très actifs et surtout des mentors pour les jeunes d'alors. Roger Lapointe, mon ancien directeur à l'Université d'Ottawa, Maurice Boutin à l'Université de Montréal, Joseph Hofbeck à l'Université Concordia, Éric Vollant et Anita Caron à l'UQAM, Monique Dumais à l'UQAR, pour ne nommer que celle-là, parce qu'ils étaient tous présents à la réunion de fondation de la SQR le 18 mai 1989 à l'UQAM. Et donc, je vous ferai grâce de tous les détails de cette histoire-là, mais dans mon texte, parce que cette histoire est à compléter, à achever, j'ai surtout le texte développé, le contexte et les circonstances qui entouraient la fondation de la SQR. C'est une première section. Puis la deuxième section, elle sert à comprendre le sens du titre de l'association. Société, son premier segment, Société québécoise, et le deuxième, pour l'étude de la religion. Et ces deux segments-là ont fait l'objet de âpres discussions, de débats, de bonnes délibérations, de développement d'argumentaires pour, contre, mais finalement, le choix a été fait de nommer cette société-là, Société québécoise pour l'étude de la religion. Et donc, à la lumière du texte, vous allez comprendre. Et donc, pour le contexte, et c'est loin d'être anecdotique, peut-être ça peut paraître aux jeunes générations aujourd'hui ou ceux qui n'étaient pas là à l'époque, que toute la période de la gestation
Parce que la gestation de la société, si elle a été fondée en 1989, sa gestation commence en 1987 à Ottawa, après un congrès de l'ACFAS à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Et donc, 2 ans de gestation entre 1987 et 1989, et à 1 mois près, au début et à la fin, ça correspond à la saga autour de l'accord du lac Meech. Et ce n'est pas anecdotique parce que la Société québécoise de l'étude de la religion, en quelque sorte, elle impliquait également nos collègues de la Société canadienne de l'étude de la religion. Louis Rousseau et Michel Desplan, comme tous les autres, étaient actifs dans cette société. Et c'est à cette société-là, en quelque sorte, qu'au sein de cette société-là aussi, qu'il y a eu des discussions. Et contrairement avec ce qui s'est fait avec The Rest of Canada à l'époque pour le lac Meech, mais la Société canadienne d'études de la religion a été très, très, très compréhensive, hospitalière au projet de la Société québécoise de l'étude de la religion et a rendu possible sa fondation dans un esprit de collaboration qui, je pense, dure encore. Et donc, à l'époque, ça, les fondateurs en étaient très, très, très conscients de cette dynamique-là. Donc, je consacre quelques pages à cet épisode de contexte politique. Et il y a d'autres événements. En terminant, oui, M. Larouche. Oui, dans la deuxième partie de mon texte, je m'attarde, je le disais tantôt, à la justification du libellé Société québécoise pour l'étude de la religion. Et je pense qu'aujourd'hui, les justifications de l'époque tiennent encore. Et selon la formule que nous affectons au Québec, depuis la commission Dumont à la fin des années 60, ben, ça demeure un héritage et un projet. Je vous remercie beaucoup. Bonne poursuite à tout le monde. Merci beaucoup, M. Larouche. Donc, au plaisir de vous lire. Deuxième intervention, Mme Sarah Wilkins Laflamme, qui est professeure adjointe de sociologie à l'Université de Waterloo, en Ontario. Elle a fait ses études doctorales à l'Université d'Oxford. Ses intérêts de recherche incluent la sociologie des religions, les méthodes quantitatives, l'immigration et l'ethnicité, ainsi que la sociologie politique. Sarah. Oui, merci Jean-Philippe. Et bon après-midi à tous et à toutes. Donc, je suis en train de partager mon écran, voilà. Et donc, moi aussi, j'aimerais également remercier les directeurs de ce merveilleux volume et ouvrage pour tout leur travail au cours des dernières années. Je sais que c'était beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, beaucoup de travail. Et donc, merci. On voit enfin le produit super que je crois qu'il va être très utile et intéressant pour plusieurs dans les années à venir. Moi, j'ai eu l'opportunité et l'honneur de consacrer un chapitre qui s'intitule « De nouveaux enjeux pour la recherche sur le paysage religieux québécois, l'apport des études quantitatives », dont c'est le chapitre 15 dans l'ouvrage. Ce chapitre-là tire ses origines d'une présentation que j'ai donnée à l'ACFAS en 2016. Je crois que c'était au moment du relancement de la SQR également. Et mon but, c'était vraiment d'examiner certaines réalités du paysage religieux québécois au début du 21e siècle. Donc, dans les dernières 10, 15, 20 années, avec des données quantitatives. Et au-delà, juste de simplement montrer un certain déclin de la religion institutionnalisée dans la province, ça a été fait et c'est très important de le faire. Mais je voulais aller plus loin pour montrer ce qu'on peut faire avec les données quantitatives en sociologie des religions et en sciences religieuses. Donc, je voulais partager avec vous quelques graphiques. C'est toujours, j'adore les graphiques et donc c'est quelques graphiques mes préférés du chapitre pour parler un peu de ces réalités-là et en même temps peut-être communiquer un peu d'enthousiasme pour les méthodes quantitatives pour l'étude du religieux au Québec. Et donc ici, on a un graphique sur l'affiliation religieuse dans la province par cohorte de naissance. Donc, c'est l'axe des X ici. Donc, ceux qui sont nés dans les années 20 jusqu'à la fin des années 90. Et ici, pour montrer une des réalités en ce moment dans la province, en ce qui concerne le religieux, le lien identitaire, culturel au catholicisme qui reste présent pour la vaste majorité de la population québécoise, bien qu'elle commence à s'effriter
tranquillement à se défaire progressivement parmi les générations plus jeunes dans la province. Donc, en gris plus foncé ici, on voit l'affiliation au catholicisme, mais on voit que, par exemple, parmi les générations plus jeunes qui sont nées plus récemment, on voit que le gris pâle, les sans religion, commencent à prendre de plus en plus de place. Également, je voulais montrer ici, avec le graphique 4, que oui, ceux qui pratiquent la religion de façon un peu, disons, classique, d'assister à des services religieux fréquemment, donc au moins une fois par mois, c'est comme ça que je l'ai défini dans le chapitre, des adeptes actifs. Oui, ils sont maintenant une minorité, c'est autour du 18% dans la province, au moins une fois par mois, assistance aux services religieux. Mais c'est quand même une minorité importante à étudier et une minorité de plus en plus diversifiée. Donc, on a un taux plus élevé de gens qui sont nés à l'extérieur de la province et du pays qui se retrouvent dans cette catégorie d'adeptes actifs. Et également, on a, surtout parmi les générations plus jeunes, donc ceux qui sont nés après les années 60, on retrouve des affiliations non catholiques, non chrétiennes, de plus en plus diversifiées parmi ceux qui sont très actifs au plan religieux. Et donc, dans les mots de Charles Taylor, l'âge séculier, si l'on veut, au Québec, n'est pas caractérisé par une disparition du religieux, mais plutôt par la coexistence du croire et du non-croire. Donc, oui, on a une minorité d'adeptes actifs qui sont très pratiquants pour leur religion. On a aussi une certaine partie de la population québécoise qui n'est pas nécessairement actif sur le plan d'assister à des services religieux, mais qui accorde quand même de l'importance à leurs croyances religieuses et spirituelles, qui vont peut-être avoir une pratique plus personnelle chez soi, la prière, la méditation. Mais cette partie de la population, ce qu'on appelle en anglais souvent le spiritual but not religious, c'est encore une fois une partie importante de la population, mais non pas la majorité de la population et non pas la majorité de ceux qui ne pratiquent pas la religion de façon traditionnelle, institutionnalisée. Donc, encore une fois, ici, on voit parmi ceux qui ne sont pas actifs, donc qui assistent aux services religieux moins qu'une fois par mois, on a une minorité importante qui accorde l'importance à leurs croyances, qui pratiquent de façon personnelle leur spiritualité, mais ce n'est pas nécessairement une majorité non plus, selon ces données de sondage des enquêtes sociales générales. Donc, cette coexistence du religieux et du non-religieux avec lequel on fait face aujourd'hui dans notre société peut causer, et on l'a vu depuis les dernières années, certaines tensions sociales. Et donc, c'est un autre aspect que je discute dans le chapitre et que je montre un peu certains indicateurs à partir des données de sondage. Ici, c'est les études électorales canadiennes de 2011 et qui montrent qu'en fait, que lorsqu'on demande aux répondants de donner un score, si l'on veut, une valeur numérique à leurs attitudes ou leurs sentiments envers certains groupes dans la province, incluant certains groupes religieux, on voit des différences qui ressortent des données. Et donc, on voit, par exemple, pour les attitudes envers les catholiques, parmi ceux qui accordent une importance à leur religion dans la vie de tous les jours, ils ont des attitudes plus positives envers les catholiques, alors que parmi ceux et celles qui n'accordent pas autant d'importance aux religieux dans leur vie de tous les jours, ces attitudes-là sont moins positives. Et pour certains groupes minoritaires, surtout les musulmans dans la province, les deux bords, les plus religieux, les moins religieux dans la population générale, ont des attitudes moins positives envers cette minorité. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de tenter de regarder certaines de ces tendances-là, de voir qu'est-ce qu'on peut mesurer à travers les données quantitatives qu'on a présentement dans la province, à travers le pays également. Et donc aussi, encore une fois, avec un but ultime de tenter de créer de l'enthousiasme pour les méthodes quantitatives et d'encourager beaucoup plus de gens dans les sciences sociales, surtout en sociologie des religions et des sciences religieuses, pour y aller pour les méthodes quantitatives, pour s'intéresser, parce qu'il y a plusieurs belles données qui existent, mais très peu de gens qui les regardent, qui les analysent, surtout dans la province du Québec. Et donc, c'était un peu pour remettre le quantitatif dans l'étude du religieux au Québec. Merci. Merci beaucoup, Sarah.
Merci de cette honnêteté, hein, de laisser transparaître l'intention véritable derrière l'article, c'était de nous convaincre de la pertinence du quantitatif et d'en faire l'étude. On passe maintenant à Céline Philippe. Céline enseigne la littérature au collège, au cégep Édouard-Montpetit. Elle complète un doctorat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse doctorale intitulée « La voix du pays de Québec sur les traces de la question nationale dans la littérature québécoise » étudie l'évolution du rapport à la question nationale du Québec dans un corpus d'œuvres romanesques et dramatiques québécoises parues entre 1914 et 2014. Céline? Merci beaucoup, Jean-Philippe. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. On ne sait jamais, je ne vais pas parler toute seule. Donc, voilà, j'ai écrit un texte pour essayer de ne pas trop déborder. Donc, voilà, je me lance. Donc, d'abord, j'aimerais remercier David, Jean-François, Jean-Philippe, d'abord de m'avoir permis de participer au symposium, et Catherine Foisy aussi, au symposium en 2017, Étudier la religion au Québec, regarde d'ici et d'ailleurs. Et vous remercier aussi de m'avoir permis, évidemment, de contribuer à ce magnifique ouvrage que j'ai bien hâte de lire. Merci de me permettre aussi d'en parler de cet article-là aujourd'hui avec vous. Donc, ici, dans l'introduction de l'ouvrage dont nous célébrons la parution aujourd'hui, les trois co-directeurs concluent en proposant la thèse que Jean-François a évoquée tout à l'heure, la thèse d'une fondation inachevée des sciences des religions au Québec. Je crois pouvoir affirmer, sans exagérer, que mon domaine de spécialisation, c'est-à-dire la littérature québécoise, est sans doute l'un des symboles les plus forts de cet inachèvement. À vrai dire, il me semble difficile de repérer ne serait-ce qu'une amorce de fondation d'un champ de recherche en études littéraires qui porterait sur les liens, que ce soit des liens actuels ou passés, entre la littérature québécoise et la religion en général, ou encore sur les liens entre les œuvres de la littérature québécoise et le catholicisme et son héritage. Pour un ensemble de raisons, et cela constituerait en soi un objet d'étude à explorer, les rapports entre l'héritage catholique et la littérature québécoise ont fait l'objet de très peu d'attention au fil du temps, et ce, à la fois dans le domaine des recherches en études littéraires et en sciences des religions. Si bien que lorsqu'est venu le temps de tenter de présenter un bilan des recherches à ce sujet lors du symposium « Étudier la religion au Québec » en 2017, je n'ai pu témoigner que de l'impossibilité d'effectuer un tel exercice, au-delà de la recension de quelques travaux de rares chercheurs disséminés dans diverses institutions qui ont consacré quelques études à cette question au fil du temps. C'est d'ailleurs un constat semblable qu'a dressé Ève Paquette en 2001 dans l'ouvrage « L'étude de la religion au Québec, bilan et prospective », dans le cadre d'un bilan soulignant que les rares travaux sur les liens entre la religion et la littérature au Québec étaient surtout consacrés au rapport au mythe ou au sacré en général, mais très peu au catholicisme et à son héritage. Pourtant, ce n'est pas faute de matière à étudier si le rapport de la littérature québécoise, des œuvres de tout genre et de toute époque confondues, n'a presque pas été analysé. Au contraire, le rattrapage à effectuer en cette matière est d'une telle ampleur que plusieurs chercheurs pourraient consacrer toute leur carrière à l'étude de cette question. Mon article s'intitule « Les traces de l'héritage catholique dans la littérature québécoise ou le risque d'un effritement dans la transmission d'un savoir ». Comme l'annonce le long titre que je lui ai donné, ce texte porte la trace d'une grande inquiétude qui m'habite au sujet des risques bien réels et très concrets associés à l'indifférence ou à l'ignorance collective, qu'elle soit volontaire ou inconsciente, que l'on a réservée à l'étude des liens entre l'héritage catholique et la littérature québécoise. Le peu d'intérêt accordé à cette question en études littéraires me semble même inversement proportionnel à l'importance que la religion catholique a prise dans la culture et l'histoire du Québec, ainsi qu'aux manifestations de cet héritage dans des œuvres littéraires, et ce, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mon article dresse d'abord un bref état des lieux, en offrant un aperçu de rares travaux qui se sont consacrés à cette question, comme ceux d'Anne-Hélène Clich ou de Jacques Cardinal. J'offre ensuite un aperçu de la forme que peuvent prendre les manifestations de l'héritage catholique dans deux œuvres importantes de la dramaturgie québécoise des années 90, c'est-à-dire The Dragonfly of Chicoutimi de Larry Tremblay et celle-là de Daniel Danis. Si la poétique, donc la forme même de ces deux œuvres, est façonnée par le catholicisme,
Cela se révèle parfois seulement très subtilement dans les œuvres que j'étudie, par des allusions furtives à des rituels, à des traditions ou à des figures importantes du catholicisme qui ne peuvent être repérées par des lecteurs ou des chercheurs qu'à condition qu'ils disposent des connaissances nécessaires pour le faire. Or, c'est précisément là où le bas blesse. L'enseignement et la recherche étant liés, la grande indifférence réservée à la question des liens entre l'héritage catholique et la littérature québécoise par des générations de professeurs et de chercheurs au fil du temps a nécessairement pour corollaire que la capacité à repérer les traces, pourtant nombreuses, du catholicisme dans des œuvres littéraires est et sera d'autant plus menacée que les étudiants et professeurs et chercheurs de demain, donc, n'auront été que très peu, voire pas du tout initiés au savoir de base au sujet de cette religion. Pourtant, la transmission de savoir qui est menacée ici ne porte pas sur un sujet parmi tant d'autres, mais bien sur la religion qui a contribué à la survie de la nation canadienne française. Une religion que l'écrivain Jacques Ferron a déjà décrite comme, je cite, « une culture de revanche et de survie qui nous a empêchés d'avoir l'âme brisée ». Notre amnésie collective, volontaire ou inconsciente, a donc un prix et elle menace aussi notre capacité à étudier les liens qu'entretient la littérature québécoise avec la question nationale du Québec, qui a été façonnée par le catholicisme à l'époque du Canada français. Ces conséquences, je dois vous avouer que j'ai pu en obtenir un aperçu très concret lorsque, dans les cours de littérature québécoise que j'ai enseignés cet automne à 118 étudiants au Cégep, je me suis heurtée à un silence généralisé lorsque je leur ai posé des questions qui relevaient de la connaissance générale de base, il n'y a pourtant pas si longtemps de cela. Des questions comme « Qui est Sainte-Anne? Que représentait Saint Jean-Baptiste pour le peuple canadien français? » Ou encore « Comment se nomme la mère de Jésus? » C'est d'ailleurs un silence tout aussi assourdissant qui régnait durant d'autres sondages informels que je faisais au fil des séances lorsque je tentais de savoir qui avait déjà entendu les noms de Gaston Miron, Pauline Julien, Pierre Falardeau ou qui pouvait me nommer une œuvre de Michel Tremblay. L'amnésie collective au sujet de l'héritage catholique et de l'histoire du Québec en général est bien en marche, mais elle n'a rien d'une fatalité. Plusieurs jeunes ont une grande soif de savoir au sujet de la culture québécoise et de son passé canadien-français catholique. Encore faudrait-il leur en parler. Je ne peux qu'espérer que cet ouvrage et ma modeste contribution à ce projet contribueront à un nécessaire éveil collectif au sein de toutes nos institutions d'enseignement, de tous cycles confondus. Merci. Merci beaucoup, Céline. Alors, poursuivons notre exploration, cette fois-ci avec M. Martin Meunier, qui est professeur titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques, titulaire de la chaire Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle et directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Auteur prolifique, il a notamment, j'ai gardé, je pense que c'est le dernier en liste, publié avec Jean-Paul Willem, « La guerre des dieux n'aura pas lieu, itinéraire d'un sociologue des religions » chez Laborde et Fides en 2019. Il co-dirige la collection 21e, Société, Histoire, Culture, aux presses de l'Université d'Ottawa. Depuis 2016, il est membre associé à l'étranger du groupe Société, Religion et Laïcité à Paris. Monsieur Meunier. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe, merci David, merci Monsieur Laniel pour ce livre qui, à mon avis, va faire date puisqu'il fonde d'une certaine façon, il va marquer la refondation de la SQER et en même temps dynamisera certainement pour longtemps les études sur la religion au Québec. Moi, écoutez, il se fait tard. Les gens ont parlé longuement. Peut-être juste quelques questions. En fait, ma contribution est un essai. J'en fais peu, mais j'en ai fait un ici. Un essai avec un titre un peu curieux qui dit « L'étude du religieux et de la religion peut-elle se justifier en elle-même au Québec? » Et c'est une vraie question que je me suis posée. Surtout en travaillant dans un autre article
sur l'histoire de la sociologie des religions au Québec, où en fait, j'ai vu dans l'histoire même de cette sociologie une sorte de déprise d'un carcan institutionnel fondé évidemment dans une sociologie pastorale catholique qui, au fond, nous a donné naissance il y a de cela 50, 60, 70 ans ici au Québec. À l'époque, on aimait ça le Canada français. De ce giron-là, nous nous sommes autonomisés, évidemment, peu à peu, mais en sommes-nous véritablement sortis? Voilà la question que je me suis posée. En sommes-nous aujourd'hui sortis? Pour y répondre, ben, en fait, j'ai tenté de réfléchir les modalités nouvelles qui président à accueillir un chercheur, une chercheuse dans le domaine des religions au Québec. Et évidemment, depuis 2001, septembre 2001, les choses ont à peu près changé. On sent que tout à coup, il y a une demande sociale pour l'étude du religieux, demande sociale qui va croissant et qui, au fond, invite l'ensemble des chercheurs à étudier certains aspects du religieux en coïncidence, en fait, avec les questionnements qui ne sont pas nécessairement posés par la discipline elle-même ou par la tradition de la sociologie des religions, des sciences religieuses, mais des questions qui sont propres à l'État. Question que je pose dans cet article, c'est donc, est-ce que le chercheur en religion au Québec serait devenu en fait une sorte de gestionnaire étatique du religieux à son tour? Est-ce que nous sommes passés au fond d'un catholicisme qui définissait les buts et les vertus de notre discipline à l'État qui aujourd'hui définirait au fond une somme d'études ou du moins de priorités et de problématiques touchant, bien sûr, très souvent, la question de la gestion étatique du religieux. De ce questionnement, donc, qui peut paraître un peu abscon, mais qui, à 5 heures un jeudi, en fin de journée, je tente en fait d'y répondre à la fois par l'observation, la transformation récente. J'ai travaillé sur des subventions de recherche et j'ai ici Madame Larivière qui m'a aidé pour travailler ces subventions de recherche-là et je la remercie pour savoir, au fond, est-ce que la proportion des subventions et des bourses données aux étudiants et aux chercheurs touchait l'étude fondamentale du religieux ou touchait la gestion étatique du religieux. Et on s'est aperçu, en fait, que plus dans une période des 9 dernières années, le taux de subvention qui avait été mis de l'avant était beaucoup plus fort, évidemment, pour la gestion étatique du religieux que pour l'étude fondamentale du religieux. De plus, je me suis questionné à savoir si, au fond, la transformation récente que l'on a connue à la fois à Sherbrooke, que l'on a connue à Concordia, que l'on a connue également à l'Université de Montréal, c'est-à-dire les transformations institutionnelles des facultés de théologie et de sciences religieuses en instituts, en centres, enfin, en toutes sortes de machins, n'étaient pas consécutives de cette transformation du rapport d'hier, en quelque sorte, de l'Église à aujourd'hui à l'État. Et la question que je pose, et que je la pose pour moi et comme pour tout le monde, c'est est-ce que nous sommes, au fond, prisonniers d'un carcan institutionnel qui définit à l'extérieur de la science religieuse les buts et en même temps les visées de cette science. Sommes-nous, au fond, qu'une science adjuvante? Pour le savoir, lisez mon chapitre. Merci beaucoup. Alors, sur cette invitation à lire le chapitre de M. Meunier, nous allons vous inviter à lire l'ensemble des chapitres parce que les contributions sont à la fois riches et diversifiées. Pour les auteurs et les autrices, vous obtiendrez sous peu votre exemplaire du livre, mais n'hésitez donc pas à le parcourir et en souhaitant que l'énergie qui a été mise par les auteurs et les autrices soit aussi une énergie qui stimule l'ensemble de l'étude de la religion, du religieux au Québec pour les prochaines années. Alors, avant de passer à notre deuxième temps, c'est-à-dire à l'Assemblée générale de la Société québécoise pour l'étude de la religion, petite
parenthèse, vous êtes invité à y participer à l'Assemblée générale. On pourra vous préciser, mais il y a un élément de contexte qui fait en sorte que votre participation est non seulement souhaitée, mais tout à fait possible, quel que soit votre statut au sein de la société. Donc, on vous invite à rester. Mais donc, le dernier mot sera bien sûr pour vous remercier. Vous remercier d'avoir participé à ce lancement. Remercier aussi beaucoup les auteurs et les autrices des différents chapitres de ce livre. Remercier également Victor et Olivier du CRIDAC qui ont organisé, qui nous ont donné un grand coup de main pour organiser le lancement d'aujourd'hui. Et donc, vous inviter, ce sera mon dernier mot, en plus des remerciements, vous inviter, comme l'a si bien fait Jean-François, au congrès de la SQER qui se tiendra les 22 et 23 avril prochains en ligne, mais cet en ligne sera à partir, bien sûr, de l'Université Laval, qui est l'hôte du congrès pour cette année, avec une très riche programmation qui témoigne, riche programmation qui témoigne du dynamisme de ce champ qui est le nôtre. Alors, sans plus tarder, donc, on peut peut-être avoir quelques secondes de battement pour passer à l'Assemblée générale, mais c'est David Coussens qui prendra à partir de ce moment-ci le relais. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation à ce lancement. Et à nouveau, merci à tous les auteurs qui ont contribué. Donc, aujourd'hui, on vous a présenté quatre textes à travers ce lancement. Mais comme on vous le disait, il y a à peu près 35 contributions, toutes très riches. Si on avait voulu faire, je pense que notre ami Martin Meunier aurait trouvé que ça aurait été encore plus tard parce qu'on aurait fini probablement à minuit. Donc il a fallu faire des choix, mais je vous invite donc tous maintenant à aller sur le site des presses de l'Université Laval et à commander l'ouvrage pour vous, votre maman, papa, ma tante, mon oncle. À Noël, je vous jure, ce sera un succès garanti. Donc, je vous propose maintenant qu'on commence avec l'Assemblée générale de la SQR. A priori, personne parmi les personnes qui sont aujourd'hui sur Zoom n'est membre en règle de la SQR, parce que le renouvellement du membership devait être combiné avec l'organisation du congrès désormais biannuel, et le congrès biannuel que nous souhaitions initialement organiser au début de l'automne a été reporté pour les raisons que vous savez, la Covid, au printemps. On vous parlera du congrès un peu plus tard. Et ce qui fait que personne n'est officiellement membre aujourd'hui en règle de la SQR. Alors, il ne faut pas que ça nous empêche de fonctionner non plus. Ça ne nous a pas empêché de fonctionner en 2016 quand on a relancé la SQR. Donc, on vous propose quand même d'avoir cette assemblée générale extraordinaire qui va nous permettre d'élire un nouveau conseil de la société, et un conseil qui pourra, le cas échéant, être revalidé par un vote régulier lors de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra au prochain congrès de la SQR. Mais l'idée est ici qu'il nous faut quand même avancer, et le précédent conseil a terminé depuis déjà un petit moment ces deux mandats, donc il faut qu'on aille de l'avant. Alors, je vais faire un partage d'écran pour vous proposer l'ordre du jour. Tout le monde en entend bien, hein, je ne parle pas dans le vide. Ok, parfait. Donc, proposition d'ordre du jour que vous avez reçue il y a déjà un petit moment. Je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Avec quelques points, notamment l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale, la présentation du bilan du Conseil sortant, l'élection du Conseil de la SQR, le prochain congrès de la SQR, un varia, et la levée de la réunion.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait apporter une modification à l'ordre du jour? Et ici, comme je ne vois pas tout le monde, si quelqu'un souhaite prendre la parole, je vous inviterai à le faire directement. Personne ne prend la parole, donc je comprends qu'il n'y a pas de proposition de modification à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer l'ordre du jour? Je vois Frédéric Dejean. Est-ce que quelqu'un Stéphanie Tremblay appuie. Stéphanie Tremblay appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc l'ordre du jour est adopté. Je vous propose donc d'aller directement au procès-verbal que nous vous avons transmis de la dernière Assemblée générale de la SQR qui s'était tenue lors du congrès de l'ACFAS à Chicoutimi. Donc, il va nous falloir adopter ce procès-verbal et je rappelle ici que seuls les membres qui étaient présents à l'ACFAS à Chicoutimi donc peuvent demander des modifications au procès-verbal s'il contient des erreurs et peuvent demander le vote et l'adopter. Il y a très peu de ces personnes qui étaient présentes. Je vois notamment Frédéric Dejean et Michel O'Neill. Je ne sais pas si d'autres personnes y étaient, mais on va procéder rapidement à la révision de ce procès-verbal. Donc, procès-verbal du 7 mai 2018, page 1, page 2, page 3, page 4. Est-ce que des modifications sont proposées au procès-verbal? Non, je vois Frédéric qui fait non de la tête. D'autres personnes qui étaient présentes lors de cette assemblée? David, si je peux. Oui, Valentina. J'étais présente à l'Assemblée, mais je ne vois pas mon nom. Mais peut-être que tu as passé juste vite que je ne l'ai pas vu. Alors, on va vérifier ça tout de suite, mais dans ce cas-là, on va le prendre en note et on va le modifier. Pardon. Mais je veux juste rapidement. Non. Absolument, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si d'autres personnes peuvent confirmer, mais j'étais au congrès à Chicoutimi et j'étais là. Mais je me souviens que tu y étais en fait. Je confirme, elle y était. Merci. Ouais. Et en fait, c'est ça, j'ai même pas reçu. Là, j'étais sur mes courriels pour voir est-ce que j'ai reçu, mais j'ai rien reçu. Mais c'est correct. D'accord, parce que en fait, les procès-verbaux ont été envoyés il y a une dizaine de jours à peu près. Mais donc, on va apporter la correction. Est-ce que Jean-Philippe, ce serait possible de le prendre en note? Ok, excellent. Est-ce que… David, excuse-moi, Éric Laliberté, j'y étais moi aussi à Chicoutimi. Parfait. Est-ce que d'autres personnes qui y étaient ne sont pas mentionnées? Est-ce que d'autres modifications doivent être apportées au procès-verbal? Alors, est-ce que quelqu'un parmi les membres qui étaient présents à l'Assemblée générale de 2018 propose l'adoption du procès-verbal modifié, c'est-à-dire incluant les présences de Valentina Gadi et Éric Laliberté? Proposition par Frédéric Dejean, appuyée par Valentina, je pense que tu vas appuyer. Appuyée par Valentina Gadi. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc c'est adopté. C'est parfait. Je vous propose de passer au point 3, bilan du Conseil sortant. C'est très bien, on va réussir à faire ça assez rondement et assez vite. Je vous promets que je ne vais pas parler trop longtemps, mais essentiellement, je voulais revenir sur quelques-uns des grands éléments qui se sont passés donc, depuis 4 ans, donc avant que ce Conseil passe la main à une
une nouvelle équipe. Donc, vous savez, quand nous avions été sollicités il y a 4 ans, on avait fait un important travail donc de refonte de la SQR, et qui avait été un travail de refonte tant sur le plan de l'administration de la structure que sur celui de la vitalité scientifique de la société. Et je voulais absolument mettre ce point à l'ordre du jour aujourd'hui pour souligner le travail vraiment important qui a été fait par les membres du Conseil. Donc, les membres du Conseil, puis je voudrais ici rappeler de qui il s'agissait. Donc, Jean-Philippe Perrault, qui a agi pendant ces 4 années en tant que secrétaire, Catherine Foisy, qui a agi en tant que trésorière, Jean-François Laniel, qui a été secrétaire aux admissions, Sarah Teinturier, qui a été conseillère avec la responsabilité des outils de communication, Géraldine Mossière, qui a été